Aux temps anciens, le roi Marc régnait sur la Cornouaille en son château de Tintagel. Ayant appris que ses ennemis le guerroyaient, Rivalan, roi de l'Aunois, franchit la mer pour lui porter son aide. Il le servit si loyalement que Marc lui donna en récompense Blanchefleur, sa sœur. Pour défendre sa propre terre, Rivalan rentra chez lui livrer bataille au duc Morgan, et pour son malheur, il mourut. Peu après, Blanchefleur mit au monde un garçon. Fils, triste, j'accouche. À cause de toi. Et comme ainsi tu es venu sur terre, tu t'appelleras Tristan. Quand elle eut dit ces mots, elle le baisa et sitôt mourut du chagrin d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait. À l'âge de 7 ans accompli, Tristan fut confié à un bon maître, l'écuyer Gorneval, qui lui enseigna les arts qui conviennent au baron. Il lui apprit à manier la lance, l'épée, l'arc et l'écu, à lancer des disques de pierre, à franchir d'un bond les plus larges fossés. Il lui apprit à détester tout mensonge et toute félonie, à secourir les faibles et à tenir la foi donnée. Il lui apprit le jeu de la harpe et l'art de la chasse à courre. Or, il advint que des marchands de Norvège, ayant attiré Tristan sur leur nef, le prirent au piège comme un jeune loup et cinglèrent vers des terres froides et inconnues. Une tempête le délivra de ses ravisseurs, et jeté sur une grève, il se mit en chemin dans les terres. Alors il découvrit un riche château que des prairies environnaient, et des vergers, des eaux vives, des pêcheries et des terres de labour. Des nefs nombreuses entraient au port. Le château se dressait sur la mer, et sa maîtresse tour, jadis élevée par les géants, était bâtie de blocs de pierre bien taillés, disposés comme un échiquier de sinople et d'azur. Quel est donc ce château ? On le nomme Tintagel. Le soir, à la cour, Tristan chanta si joliment que les barons s'attendrissaient à l'entendre. Le roi ne pouvait détacher son regard de ce jeune inconnu. Jeune homme, béni sois-tu de Dieu qui aime les bons chanteurs. Reste longtemps près de moi. Durant 3 années, une mutuelle tendresse grandit dans les cœurs du roi Marc et de Tristan. Un jour, le roi connut, l'histoire ne dit comment, que Tristan était son neveu, et il ne l'en aima que plus fort. Selon d'anciens accords, les Irlandais pouvaient lever sur la Cornouaille, la première année, 300 livres de cuivre, la deuxième année 300 livres d'argent, et la troisième 300 livres d'or. Et quand venait la 4e année, ils emportaient 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles de l'âge de 15 ans. Or, le roi Marc refusa de payer plus longtemps le tribut. Le roi d'Irlande envoya vers Tintagel un chevalier géant, le Morolt, dont il avait épousé la sœur, et que nul n'avait jamais pu vaincre en bataille. Roi Marc, le roi d'Irlande te requiert de me livrer 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles de l'âge de 15 ans. Pourtant, si quelqu'un de tes barons veut prouver par bataille que ce tribut s'oppose au droit, j'accepterai son gage et nous irons combattre sur l'île de Saint-Sanson au large de Tintagel. Les barons se regardaient entre eux à la dérobée, puis baissaient la tête. Je lui offre une belle bataille qui fera gloire à ses orphelins. Personne. Je ne croyais pas que ce pays ne fût habité que par des lâches. Morolt, je suis Tristan de l'Aunois, et je te combattrai. Au jour dit,
Tristan revêtit le haubert et le aume d'acier. Les barons pleuraient de pitié sur le téméraire et de honte sur eux-mêmes. Et tous, ceux de la baronnie et ceux de la gente menue, vieillards, enfants et femmes, escortent Tristan jusqu'au rivage. Ils espèrent encore, car l'espérance au cœur des hommes vit de chétives pâtures. Tristan monte seul dans une barque et cingle vers l'île Saint-Samson. Le Morolt a tendu à son mât une voile pourpre, et le premier il aborde dans l'île. Il attache sa barque au rivage, alors que Tristan repousse la sienne vers la mer. Vassal, que fais-tu? Pourquoi n'as-tu pas retenu comme moi ta barque par une amarre? À quoi bon? L'un de nous reviendra seul vivant d'ici. Nul ne vit l'âpre bataille. Mais la brise de mer portait au rivage des cris furieux. Vers midi, on vit se tendre la voile pourpre. Comme la barque grandissait, au sommet d'une vague, elle montra un chevalier qui se dressait à la proue. Chacun de ses poings tendait une épée brandie. Seigneur d'Irlande! C'était Tristan. Voyez! Mon épée est ébréchée. Un fragment de la lame est resté enfoncé dans le crâne du Morold. Emportez ce morceau d'acier. C'est là tout le tribut que vous aurez de la Cornouaille. Alors il monta vers Tintagel. Mais quand il parvint au château, il tituba vers le roi, s'effondra. Le sang ruisselait de ses blessures. Mon oncle! Je meurs dans vos bras. À grand déconfort, les compagnons du Morolt abordèrent en Irlande. Naguère, quand ils rentraient au port, la reine, sa sœur, et sa nièce, Iseult la blonde, aux cheveux d'or, dont la beauté brillait comme l'aube, tendrement lui faisaient accueil. Et s'il avait reçu quelques blessures, elle le guérissait, car elle savait les baumes et les breuvages qui raniment les blessés. Mais de quoi leur serviraient maintenant les recettes magiques, les herbes cueillies à l'heure propice, les philtres? Il gisait mort, cousu dans une peau de cerf, et le fragment de l'épée ennemie était encore enfoncé dans son crâne. Iseult la blonde l'en retira pour l'enfermer dans un coffret d'ivoire, précieux comme un reliquaire. Elle redisait sans fin l'éloge du mort, et sans répit lançait la même imprécation contre le meurtrier. De ce jour, elle apprit à haïr le nom de Tristan de l'Aunois. À Tintagel, Tristan perdait ses forces. Une puanteur odieuse s'exhalait de ses plaies. Les médecins connurent que le Morolt avait enfoncé dans sa chair un épieu empoisonné, et comme leur médecine ne pouvait le sauver, ils le remirent à la garde de Dieu. Bel oncle, il me faut mourir. Tristan. Il est doux, pourtant, de voir le soleil, et mon cœur encore est hardi. Je veux tenter la mer aventureuse. Qu'elle m'emporte, au loin, seul. Le roi Marc le porta lui-même sur une barque, et Tristan voulut qu'on déposât seulement sa harpe près de lui. À quoi bon des voiles que mes bras ne pourront dresser? À quoi bon des rames? À quoi bon mon épée qui ne saura me protéger? 7 jours et 7 nuits, la barque l'entraîna. Enfin, la mer l'approcha d'un rivage. Or, cette nuit-là, des pêcheurs avaient quitté leur port pour jeter leurs filets au large et entendirent une mélodie. Ils ramèrent pour atteindre la barque où rien ne semblait vivre que la voix de la harpe. Ils recueillirent le musicien et retournèrent au port pour le remettre à leur dame compatissante, qui saurait peut-être le guérir. Leur dame était Iseult la blonde. Elle seule, habile au philtre, pouvait sauver Tristan, mais aussi elle voulait sa mort. Tristan, revenu à lui, comprit que les flots l'avaient jeté sur une terre de péril.
Je suis un jongleur qui a eu le malheur de prendre passage sur une nef marchande pour étudier la carte des étoiles. Des pirates ont assailli la nef. Blessé, je me suis enfui sur cette barque. Nul des compagnons du Morolt ne le reconnut, si laidement le venin avait déformé ses traits. Mais quand, après 40 jours, presque guéri, il vit renaître en lui la grâce de son apparence antérieure, il décida qu'il fallait fuir. Et après avoir encouru maints dangers tant sur mer que sur terre, il reparut à la cour de son oncle. Il y avait à la cour du roi Marc 4 barons nommés André, Guenelon, Gondoin et Denoalan, qui étaient les plus félons des hommes, et haïssaient Tristan. Connaissant que le roi sans enfant méditait de laisser sa terre à son neveu, ils excitèrent contre lui les seigneurs de Cornouailles. Vous êtes des hommes de bon sens, Seigneur. Que Tristan ait triomphé du Morolt, voilà déjà un joli tour de magie. Et ensuite, par quelle sorcellerie a-t-il pu trouver remède à ses plaies? Sa harpe est enchantée, qui chaque jour verse des poisons au cœur du roi. Quand il sera votre roi, vous tiendrez vos terres d'un magicien. Ayant une grande peur de la magie, Blanche ou noire, les barons pressèrent le roi Marc de prendre à femme une fille de roi qui lui donnerait un héritier. Qu'ai-je besoin d'une femme ou d'un héritier? à cet instant, par la fenêtre ouverte sur la mer, 2 hirondelles qui bâtissaient leur nid entrèrent en se querellant, puis effarouchées disparurent. Mais, de leur bec, s'était échappé un long cheveu plus fin que fil de soie, qui brillait comme un rayon de soleil. Seigneur, pour vous complaire, je prendrai femme, si toutefois vous voulez guérir celle que j'ai choisie. Qui est-elle, sire? Je ne sais. J'ai choisi celle à qui fut ce cheveu d'or. Et sachez que je n'en veux point d'autre. Et d'où vous vient ce cheveu d'or? Qui vous l'a porté? Et de quel pays? 2 hirondelles me l'ont porté. Elles savent de quel pays? Ce pays existe-t-il seulement? Roi Marc, Tristan. Donnez ces cheveux d'or. J'irai quérir la belle à qui il appartient. De nouveau, je veux mettre pour vous ma vie à l'aventure. Je ramènerai en ce château de Tintagel la dame qui sera votre reine. Il équipa une belle nef et y fit monter 100 jeunes chevaliers de haut parage, qu'il affubla de cottes de bure et de capes de camelin grossiers, en sorte qu'ils ressemblaient à des marchands. Mais, sous le pont de la nef, il cachait les riches habits de drap d'or et d'écarlate qui conviennent aux messagers d'un roi puissant. Ô Seigneur, vers quelle terre naviguer? Cingle vers l'Irlande, pilote. Mais, depuis le meurtre du Morolt, le roi d'Irlande pourchasse les nefs cornouaillaises, et les marins saisis, il les pend à des fourches. Nos épées ont-elles peur de fourches? Attention! Arrivé à bon port, Tristan sut persuader aux Irlandais que ses compagnons étaient des marchands d'Angleterre. Mais ces marchands n'y entendaient rien au commerce, et Tristan, les jours passant, redoutait d'être découvert. Or, un matin, au point du jour, il entendit glapir une voix si épouvantable qu'on eût dit le cri d'un démon. Il appela une femme qui passait sur le port. Dame, de quelle créature vient cette voix? Sire, elle vient d'une bête la plus hideuse qui soit au monde. Chaque jour, elle descend de sa caverne et s'arrête à l'une des portes de la ville. Nul ne peut en sortir, nul n'y peut entrer qu'on ait livré au dragon une jeune fille. Et dès qu'il la tient entre ses griffes, il la dévore, en moins de temps qu'il n'en faut pour dire un autre père. Dites-moi, serait-il possible à un homme engendré par une femme de l'oxyre en bataille? 20 chevaliers éprouvés ont tenté l'aventure, car le roi d'Irlande a proclamé qu'il donnerait sa fille, Isolde la blonde, à qui tuerait le monstre. Mais le monstre les a tous dévorés. L'aube venait à peine de poindre, Et Tristan chevauchait déjà. Soudain, sur la route,
5 hommes des Valères qui fuyaient. Tristan saisit au passage l'un d'entre eux par ses cheveux roux. Oh! Dieu vous sauve, vos sires. Par quelle route vient le dragon? Vous le verrez bien assez tôt. Le monstre approchait. Il avait les yeux rouges, 2 cornes au front, les oreilles velues, des griffes de lion, une queue de serpent, le corps écailleux d'un griffon. Tristan lança son destrier. La poitrine découverte, Tristan le frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'air en retentit. Il ne peut le blesser. La bête tend son cou hérissé d'écailles vers Tristan, qui enfonce sa bonne épée dans la gueule du dragon. Elle y pénètre toute et lui fend le cœur en 2 parts. Tristan lui coupe la langue et la met dans sa chausse. Il titube vers une eau qu'il voyait briller à quelque distance, et, dans les hautes herbes qui bordent le marécage, il tombe, inanimé. Or, le fuyard aux cheveux roux était le sénéchal du roi d'Irlande, qui chaque matin s'embusquait là, armé jusqu'aux dents, pour assaillir le monstre et obtenir Iseult la blonde en récompense. Ce jour-là, il rebroussa chemin et trouva le dragon abattu, le cheval mort, l'écu brisé. Il pensa que le vainqueur achevait de mourir en quelques lieues. Alors il trancha la tête du monstre, la porta au roi et sans vergogne réclama le salaire promis. Iseult la blonde connaissait la couardise de ce prétendant dont elle ne voulait pour rien au monde, et elle soupçonna aussitôt l'imposture. Aussi prit-elle son valet, le fidèle Périnis, et Brangien, sa jeune servante, et tous 3 chevauchèrent vers le repère du monstre. Parmi les herbes du marécage, Tristan respirait encore. Périnis le prit sur son cheval et le porta secrètement dans les chambres des femmes. La reine elle-même lui ôta son armure et vit la langue envenimée du dragon tomber de sa chausse. Au jour suivant, Iseult la blonde lui prépara un bain et doucement massa son corps d'un baume que sa mère avait composé. Elle arrêta ses regards sur le visage du blessé et vit qu'il était beau. Et lui, ébloui par les cheveux d'or, esquissa un sourire. Pourquoi cet étranger a-t-il souri? Ai-je rien fait qui ne convienne pas? Peut-être a-t-il ri parce que j'ai oublié de nettoyer ses armes ternies par le venin. Elle vint là où l'armure de Tristan était déposée. Elle prit l'épée par la poignée. Elle tire du riche fourreau pour l'essuyer, la lame sanglante. Mais elle voit qu'elle est largement ébréchée. Elle remarque la forme de l'entaille. Elle court à sa chambre où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du crâne du Morolt. Le fragment vient de cette même épée qui a tué le dragon. Tu es Tristan de Launois, le meurtrier de mon oncle. Je vais te tuer de ma main. Fille de roi, le Morolt ne m'avait-il pas défié? Et c'est pour toi que j'ai combattu le dragon. Tue-moi. Sans doute, quand tu seras couché entre les bras du sénéchal, il te sera doux de songer à celui qui t'avait conquise et que tu auras tué sans défense dans ce bain. J'entends parole ensorcelée. Sans doute as-tu fait cette vantardise de m'emporter comme ton esclave? Non, fille de roi. Un jour, 2 hirondelles ont volé jusqu'à Tintagel pour y porter l'un de tes cheveux d'or. Vois ce cheveu. Son or ne s'est pas terni. Iseult vit le cheveu d'or et se tut. Puis elle baisa son hôte sur les lèvres en signe de paix et le revêtit de riches habits. En son cœur, elle pensait qu'elle était promise à ce chevalier.
Tristan envoya vers sa nef Pérénice, le valet d'Iseult, pour mander à ses compagnons de se rendre à la cour, parés comme il convenait. Voyez ces chevaliers, voyez leurs manteaux somptueux, parés de zibeline et d'or froid. Voyez au pommeau des épées, au fermail des pelisses, chatoyer les rubis, les émeraudes, et tant de pierres que nous ne savons pas nommer. Ils sont à coup sûr les messagers d'un riche roi. Quand le roi d'Irlande fut assis sous le dais, le sénéchal soutint qu'Iseult devait lui être livrée afin qu'elle devînt son épouse. Alors Iseult alla chercher Tristan. À sa vue, 100 chevaliers d'Irlande se levèrent à la fois. C'est Tristan de l'Aunois, le meurtrier du Morholt. Qu'il meure! Qu'il meure! Qu'il meure! Tristan montra la langue du dragon et offrit au sénéchal une bataille que le couard n'osa accepter. Seigneur, je vous ai délivré du monstre et j'ai conquis Iseult la blonde. Je la porterai sur ma nef. Sachez que le roi Marc, mon seigneur, l'épousera. Voyez ici 100 chevaliers de haut parage, prêts à jurer sur les reliques des saints que mon roi vous mande paix et amour, et que son désir est d'honorer Iseult comme sa chère femme épousée. Iseult la blonde frémissait de honte et d'angoisse. Ainsi Tristan la dédaignait. C'était à un autre qu'il la livrait. Quand le temps approcha de remettre Iseult au chevalier de Cornouailles, sa mère cueillit des herbes, des fleurs et des racines, les mêla dans du vin et brassa un breuvage qu'elle versa dans un flacon. Brangien ? Brangien ? Tu vas suivre Iseult au pays du roi Marc. Quand viendront la nuit nuptiale et l'instant où l'on quitte les époux, tu verseras ce vin dans une coupe et tu la présenteras pour qu'ils la vident ensemble au roi Marc et à la reine Iseult. Car telle est sa vertu. Ceux qui boiront ce vin ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toute leur pensée, à toujours, dans la vie et dans la mort. Prends ce flacon, mais prends garde que seul il puisse goûter ce breuvage. La traversée fut longue. Dans la nef qui l'emportait, Iseult pleurait au souvenir de son pays. Où ces étrangers m'entraînent-ils? Je hais Tristan. Je hais qu'il s'approche de moi et cherche à m'apaiser par de menteuses paroles. Il n'a même pas daigné me garder pour lui-même. Un jour, la nef accosta dans une île. Chevaliers et marins descendirent au rivage. Seule Iseult était demeurée sous sa tente avec une petite servante. Tristan vint vers la reine, et comme le soleil brûlait et qu'ils avaient soif, ils demandèrent à boire. L'enfant alla chercher quelques breuvages. J'ai trouvé du vin! L'enfant remplit un hanap et le présenta à sa maîtresse, qui but d'abord, puis le tendit à Tristan, qui le vida. À cet instant, Brangien entra et les vit qui se regardaient, comme égarés et comme ravis. Maudit soit le jour où je suis né, et maudit soit le jour où je suis monté sur cette nef. Iseult, et vous, Tristan, c'est votre mort que vous avez bu. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace aux épines aiguës poussait ses racines dans son cœur, et par de forts liens enlaçait au corps d'Iseult tout son désir et toute sa pensée. Iseult aimait Tristan. Elle voulait le haïr, mais s'irritait de ne le pouvoir, et son amour était plus douloureux que la haine. 2 jours, Brangien les observa, les vit repousser toute nourriture, tout breuvage et tout réconfort, marcher comme des aveugles qui se cherchent à tâtons. Au 3e jour, Tristan vint vers la tente, dressée sur le pont de la nef, où Iseult était assise. Entrez, Seigneur. Reine, pourquoi m'avoir appelé Seigneur? Ne suis-je pas, au contraire, votre vassal pour vous révérer?
vous servir et vous aimer comme ma reine et madame. Non, tu le sais que tu es mon seigneur et mon maître. Tu le sais que ta force me domine et que je suis ton esclave. Iseult, qu'est-ce donc qui vous tourmente? Ce ciel me tourmente, et cette mer, et mon corps, et ma vie. Mon ami, qu'est-ce qui vous tourmente? L'amour de vous, mon ami. Alors il posa ses lèvres sur les siennes. Et quand le soir tomba, sur la nef qui voguait vers la terre du roi Marc, liés à jamais, ils s'abandonnèrent à l'amour. Le roi Marc accueillit Iseult la blonde au rivage. À grand honneur, il la mena vers le château de Tintagel. Et, lorsqu'elle parut dans la salle au milieu des vassaux, sa beauté jeta une telle clarté que les murs s'illuminèrent, comme frappés du soleil levant. À 18 jours de là, ayant convoqué tous ses barons, il prit à femme Iseult la blonde. Mais, lorsque vint la nuit, Brangien, afin de cacher que la reine avait succombé à Tristan, et pour la sauver du déshonneur et de la mort, prit la place d'Iseult dans le lit nuptial. Elle sacrifia la pureté de son corps, et l'obscurité de la nuit cacha au roi sa ruse et sa honte. À Tintagel, Iseult a la tendresse du roi Marc, les barons l'honorent. Et elle a Tristan auprès d'elle, à loisir, et le jour et la nuit, car ainsi que veut la coutume chez les hauts seigneurs, il couche dans la chambre royale, parmi les proches et les fidèles. Hélas, amour ne se peut cacher. À toute heure, en tout lieu, chacun ne voit-il pas comment le désir les agite, les étreint, déborde de tout leur sens, ainsi que le vin nouveau ruisselle de la cuve? Déjà les 4 félons de la cour rôdent autour de la reine. Déjà ils connaissent la vérité de ses amours. Beau roi, nous devons te révéler ce que nous avons surpris. Sache que Tristan aime la reine. Déjà l'on en dit maintes paroles. Que prétendez-vous? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Rien, Seigneur. Rien que tes yeux ne puissent voir. Rien que tes oreilles ne puissent entendre. Le roi Marc manda Tristan. Tristan. Hélas, des félons t'accusent d'une grande traîtrise. Je ne les crois pas, mais leurs discours ont troublé mon cœur. Et seul ton départ le calmera. Pars, mon cher fils, je te rappellerai bientôt. Quand Tristan eut franchi les fossés du château, tout ébahi de son bannissement, il s'arrêta dans le bourg même de Tintagel, dans la maison d'un bourgeois. Il ignorait que la rusée Brangien l'avait suivi. Elle se fit ouvrir de nuit la porte du bourgeois. Brangien. Bonne et fidèle Brangien. Tu sais mon infortune, dont la cause est que tu as laissé le philtre d'amour à portée de nos lèvres, et l'effet que je suis chassé de la cour de mon oncle et des yeux de ma bien-aimée. Je suis maudit. Viens-tu rire de moi ou partager ma douleur? Derrière le château, c'est un verger clos de fortes palissades. Chaque soir, Tristan, va tailler des morceaux d'écorce. Venu sous le pin, tu jetteras les copeaux dans la fontaine. Ma maîtresse guettera leur venue. Et les soirs où je saurai écarter le roi et les barons félons, elle s'en viendra vers toi. Ainsi fut fait, chaque nuit, pour le plaisir des 2 amants. Mais les barons guettaient. Iseult a recouvré la joie. À coup sûr, Tristan a revu la reine. Il nous faut agir pour éloigner cet impudent. Seule la mort l'éloignera. Veux-tu donc le combattre? Seigneur, prenons conseil de Frosin, le nain bossu. Il a l'esprit plus tordu que le corps. Il connaît la magie et toute manière d'enchantement. Il sait, à la naissance d'un enfant, observer si bien les 7 planètes et le cours des étoiles qu'il compte par avance tous les points de sa vie. Il découvre par la puissance de Bugibus et de Noiron les choses secrètes. Il n'y a rien qu'il ne refuse de faire contre une bourse de pièces d'or. Sire, je suis Frosin, votre bon conseiller. Vous me pendrez aux fourches si vous n'entendez pas. Cette nuit même, quel discours Tristan tient à la reine. Le roi fit ainsi, contre son cœur. Le nain le conduisit sous le grand pin.
beau roi, il convient que vous montiez dans les branches de cet arbre. Et tenez-vous quoi, vous n'attendrez pas longuement. La lune brillait, claire et belle. Caché dans la ramure, le roi vit son neveu bondir par-dessus la palissade. Tristan vint sous l'arbre et jeta dans le ruisseau les copeaux. Mais comme il s'était penché sur la fontaine, il vit, réfléchi dans l'eau, l'image du roi. Il ne peut arrêter les copeaux qui courent par le verger. Là-bas, dans les chambres des femmes, Iseult guette leur venue. Déjà elle accourt. Mais qu'est-ce donc? Pourquoi Tristan n'accourt-il pas ce soir à sa rencontre? Soudain, à la clarté de la lune, elle aperçoit l'ombre du roi dans la fontaine. Sire Tristan, qu'attendez-vous de moi? M'attirer en tel lieu, à telle heure? Me voici donc, que voulez-vous? Ignorez-vous donc que le roi croit que je vous aime d'amour coupable? Dieu le sait pourtant. Jamais je n'ai donné mon amour à nul homme, hormis à celui qui le premier m'a prise, vierge, entre ses bras. Mais des félons ont fait accroire ce mensonge, car il est facile de décevoir les cœurs loyaux. Le roi Marc, attendri et rassuré, a donné congé à son neveu de revenir au château. Seigneur, tu consens à leur crime. Donnez encore une chance à la vérité de se faire. Chez un boulanger, Froissart achète pour 4 deniers de fleurs de farine qu'il tient cachées dans le giron de sa robe. Quand tous dorment, le nain répand entre le lit de Tristan et celui de la reine la fleur de farine. Si l'un des deux amants va rejoindre l'autre, la farine gardera la forme de ses pas. Avant l'aube, le roi sort et revient. Tristan dans son lit, comme Iseult dans le sien, feigne de dormir. Mais le roi voit, entre les lits, des traces de pas dans la farine. Tristan, nul démenti ne vaudrait désormais. Tous deux mourraient demain. Avant le soleil levé, Marc commande qu'on creuse hors de la cité une fosse en terre et qu'on y amasse des sarments noueux et tranchants et des épines blanches et noires. À la première heure, il fait crier un banc par le pays pour convoquer aussitôt les hommes de Cornouailles. Seigneur! Seigneur! J'ai fait dresser ce bûcher d'épines pour Tristan et pour la reine, car ils ont forfait. Jugement, roi! Le jugement d'abord! Mais tu es sans jugement et honte et crime! Ni répit, ni merci, ni procès, ni jugement. Par ce Seigneur qui créa le monde, si nul m'ose encore requérir de telles choses, il brûlera le premier sur ce brasier. Allez quérir mon neveu. Les valets entraînent Tristan par ses mains liées de cordes. Au faîte d'un roc et tourné vers la bise, une chapelle se dressait sur la mer, au ras d'une falaise. Seigneur, voyez cette chapelle. Permettez que j'y prie Dieu qu'il ait merci de moi. Tristan court par la chapelle, franchit le chœur, parvient au vitrail de l'abside, saisit la fenêtre, l'ouvre et s'élance. Plutôt cette chute que cette mort infâme sur le bûcher. Le vent se prend en ses vêtements, le soulève, le dépose doucement sur une large pierre. Devant l'église, les gardes l'attendent en vain, car c'est Dieu qui l'a pris en sa garde. À bride abattue, l'écuyer Gorneval a rejoint Tristan sur la lande. Gorneval! Si je n'ai Iseult, je suis perdu. Si on la brûle pour moi, de sa mort, je mourrai aussi. Ô sire, cachons-nous là. Les gens passent nombreux sur cette route. Ils nous renseigneront, et si l'on brûle Iseult, je jure par le fils de Marie de ne jamais coucher sous un toit jusqu'au jour où nous l'aurons vengé. La reine est traînée jusqu'au bûcher. Elle est vêtue d'un étroit bliot gris. Ses cheveux tombent jusqu'à ses pieds.
Qui pourrait la voir si belle sans la prendre en pitié aurait un cœur félon. La foule maudit le roi. Maudit les traîtres. Les larmes coulent le long de la face de la reine. Or, 100 lépreux difformes, la chair rongée, accourent sur leurs pieds difformes et se pressent devant le bûcher. Et sous leurs paupières enflées, leurs yeux sanglants jouissent du spectacle. Sire! Sire! Tu veux jeter ta femme en ce brasier? Ce grand feu l'aura vite brûlé, ce grand vent aura vite dispersé sa cendre, et sa peine sera vite finie. Veux-tu que je t'enseigne pire châtiment? Oui, parle. Sire, donne-la à tes lépreux. Noyons son collet à nos plaies qui suintent. Elle qui se plaisait aux riches étoffes fourrées de verre, aux joyaux, aux salles parées de marbre, elle qui jouissait des bons vins, de l'honneur, de la joie, quand il lui faudra se baisser pour entrer dans nos taudis et coucher avec nous. Alors elle connaîtra son péché et regrettera ce grand feu d'épines. Non! Par pitié! Non! Non! Prends-la. Non! Par pitié! 100 lépreux se pressent autour d'elle. Puis s'en vont au crissement des crécelles par la route où Tristan est embusqué. Lépreux! Laisse-la maintenant, si tu veux vivre. Arrive, compagnons, à vos bâtons, à vos béquilles. Arrière! Les lépreux rejettent leur cape. L'un menace, l'autre grogne. Ils se battent comme des braves, mais Gorneval, ayant arraché une forte pousse de chêne, la scène sur le crâne de leur chef. Un sang noir jaillit et coule jusqu'à ses pieds difformes. Tristan reprend la reine, il tranche les cordes de ses bras et il s'enfonce dans la forêt. Au matin, Gorneval surprit un chevreuil et le tua. Il alluma un feu pour cuire la venaison. Tristan coupa des branchages, construisit une hutte et la couvrit de feuillets. Iseult la joncha d'herbes épaisses. Alors, au fond de la forêt du Mauroy, commença pour les fugitifs une vie sauvage, une vie d'amour. Ils errent dans la forêt comme des loups. Leurs visages amaigris se font blêmes. Leurs vêtements tombent en haillons. Déchirés par les ronces. Ils s'aiment et ils ne souffrent pas. Un jour, ils arrivent à l'ermitage d'un saint homme. Sire Tristan, le roi a fait crier un banc par toutes les paroisses. Qui se saisira de vous recevra 100 marcs d'or pour son salaire. Tous les barons ont juré de vous livrer mort ou vif. Repentez-vous, Tristan. Me repentir? De quel crime? J'aimerais mieux mendier toute ma vie et vivre d'herbes et de racines avec Iseult que sans elle être roi. Sire Tristan, le traître à son seigneur, on doit le faire écarteler par 2 chevaux, le brûler sur un bûcher. Et là où sa cendre tombe, l'herbe ne repousse plus et le labour reste inutile. Rendez la reine à celui qu'elle a épousé selon la loi de Rome. Elle n'est plus à lui. Il l'a donnée à ses lépreux. C'est sur les lépreux que je l'ai conquise. Désormais, elle est mienne. L'été s'en fut, vint l'hiver. Les amants vécurent tapis dans le creux d'un rocher. Par la puissance de leur amour, ni l'un ni l'autre ne sentit sa misère. Et quand revint le temps clair, ils dressèrent sous les arbres leur hutte de branches reverdies. Tristan savait d'enfance l'art de contrefaire le chant des oiseaux des bois. À son gré, il imitait le loriot, la mésange ou le rossignol. Un matin,
Gorneval entendit le galop d'un cheval, Guénelon. Gorneval le guette, bondit, et là-bas. Le démembre et s'en va emportant la tête tranchée. Pour réjouir au réveil le cœur de son seigneur, Gorneval attacha par les cheveux la tête à la fourche de la hutte. Désormais, nul n'ose plus pénétrer dans la forêt sauvage. La peur en garde l'entrée. Et les amants y sont maîtres. Rentré d'une chasse, sous la loge de rameaux jonchés d'herbes fraîches, et sans même se défaire de ses vêtements, Tristan, recru de fatigue, se couche auprès d'Iseult et dépose son épée nue entre leurs corps. La reine porte au doigt l'anneau d'or aux belles émeraudes que Marc lui a donné au jour des épousailles. Ses doigts sont devenus si grêles que la bague y tient à peine. Ils dorment ainsi, l'un des bras de Tristan passé sous le cou de son ami, l'autre jeté sur son beau corps, étroitement enlacés. Leurs lèvres ne se touchent point. Pas un souffle de brise, pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descend sur le visage d'Iseult. Or, un forestier qui avait découvert leur gîte les vit qui dormaient. Les reconnut et s'enfuit jusqu'à Tintagel pour quérir le roi. Le roi fit sceller son cheval, ceignit son épée, et sans nulle compagnie, suivit le forestier. L'ombre noire des grands arbres les enveloppe. Roi, nous approchons. Soudain, dans une clairière ensoleillée, il voit la hutte fleurie. Le roi tire son épée hors du fourreau. Il pénètre, seul, sous la hutte. Tristan et Iseult dorment au bras l'un de l'autre. Mais il remarque que leurs bouches ne se touchent pas et qu'une épée nue sépare leur corps. Faut-il les tuer? Depuis si longtemps qu'ils vivent en ce bois, s'ils s'aimaient de fol amour, aurait-il placé cette épée entre eux? Chacun sait qu'une lame nue qui sépare deux corps est gardienne de chasteté. Ce serait péché de les frapper. Mais je ferai qu'à leur réveil, ils sachent que je les ai trouvés endormis, que je n'ai pas voulu leur mort et que Dieu les a pris en pitié. Le soleil, traversant la hutte, rosissait les joues d'Iseult. Le roi prit ses gants parés d'hermine et les plaça dans le feuillage du toit pour fermer le trou par où le rayon descendait. Puis il retira doucement la bague aux pierres d'émeraude qu'il avait donnée à la reine, et à la place, il mit l'anneau dont Iseult, jadis, lui avait fait présent. Puis il enleva l'épée qui séparait les amants, celle-là même qui s'était ébréchée dans le crâne du Morholt, posa la sienne à la place, sortit sans bruit, sauta en selle et conseilla aux forestiers de fuir et de se taire. Or, Iseult eut une vision dans son sommeil. Elle était sous une riche tente, au milieu d'un grand bois. 2 lions s'élançaient sur elle et se battaient pour sa possession. Elle jeta un cri et s'éveilla. Les gants parés d'hermine blanche tombèrent du toit sur son sein. La reine vit à son doigt l'anneau de Marc. Oh. Tristan. Tristan. Je connais cet anneau. Le roi nous a surpris. Sans doute est-il parti chercher du renfort. Je crains pour notre vie. Ami, c'est l'épée du roi Marc. Elle devait nous égorger, elle nous a épargnés. Le bon roi, il sait que nous ne l'avons pas trahi, et il a vu notre disgrâce. Je suis un misérable de te faire vivre dans une cabane au fond des bois, sous l'ardeur du soleil ou dans le froid glacial, quand tu devrais te faire servir dans le château dont tu es reine. Tais-toi, Tristan. C'est moi qui ai causé ta perte. Si tu ne m'avais pas connu, tu serais le fils bien-aimé de Marc. Tu seras un jour l'héritier du royaume de Cornouailles. Chacun souffre pour l'autre, au-delà de ce que le cœur peut supporter. Que de tortures amour leur a causé. Ce n'est pas la raison qui peut les changer, mais la pitié qu'ils ont l'un de l'autre. À quelques jours de là, Tristan fit porter par Gorneval un courrier à son oncle.
Le roi convoqua ses barons. Seigneur, Tristan demande salut et amour au roi et à toute sa baronnie. Roi, ajoute-t-il, quand j'ai eu tué le dragon en Irlande, c'est à moi qu'elle fut donnée. J'étais maître de la garder, mais je voulais livrer. Des félons vous firent croire leurs mensonges. En votre colère, vous avez voulu nous faire brûler sans jugement. Aujourd'hui encore, je suis prêt à soutenir par bataille que jamais la reine n'eut pour moi, ni moi pour la reine, d'amour qui vous fût une offense. Si je triomphe et qu'il vous plaise de reprendre Iseult au clair visage, nul de vos barons ne vous servira mieux que moi. Si, au contraire, vous n'avez cure de mon service, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Marc consentit à reprendre Iseult. Pour Tristan, il lui faudrait quitter la Cornouaille. Quant à 3 jours de là, au guet aventureux, il aurait remis la reine entre les mains de Marc. Tristan, laisse-moi Usdan, ton chien. Je serai moins triste. J'ai un anneau de jaspe vert. Prends-le pour l'amour de moi. Si jamais un messager prétend venir de ta part, je ne le croirai pas tant qu'il ne m'aura pas montré cet anneau. Mais dès que je l'aurai vu, nul pouvoir ne m'empêchera de faire ce que tu m'auras mandé, que ce soit sagesse ou folie. Tristan, avant de franchir la mer, attends encore un peu dans la forêt, dans les ruines du vieux cellier. Au guet aventureux, le roi chevauchait hardiment. Tristan, tenant par les rênes le palefroid d'Iseult, salua le roi. Alors, Marc prit le palefroid d'Iseult par les rênes et fit mander à Tristan de s'éloigner sans délai. Tristan vint vers la reine et lui dit adieu. Ils se regardèrent. La reine eut honte à cause de l'assemblée et rougit. Fils, où iras-tu sous ces haillons? Prends de moi tout l'or que tu veux. Roi, je ne prendrai rien de toi. Il tourna bride et descendit vers la mer. Iseult le suivit du regard, et si longtemps qu'elle put l'apercevoir au loin, ne se détourna point. Pourtant, de Noalan, André et Condoïne n'étaient pas satisfaits. Roi Marc, tu avais condamné la reine sans jugement, et c'était forfaire. Aujourd'hui, tu l'absous sans jugement. N'est-ce pas forfaire encore? Conseille-lui de réclamer le jugement de Dieu. Celle qui jamais n'a failli, que lui en coûtera-t-il de saisir un fer rougi au feu? Par cette facile épreuve seront à jamais dissipés les soupçons. Assez, hors de ma terre, félon. Pour vous, j'ai chassé Tristan. À votre tour, hors de ma terre. Marc poussa son cheval vers Tintagel. Monta les marches de la salle. Et la reine vit ses nobles traits tourmentés par la colère. Tu connais André, de Noalan et Gondoïne. Je les ai chassés de ma terre. Sire, quel mal ont-ils osé dire de moi? Que t'importe, je les ai chassés. Sire, j'ai le droit de connaître le blâme jeté sur moi. Ils prétendaient qu'il te convient de te justifier par l'épreuve du fer rouge. Sire, mandez-leur donc de revenir à votre cour. Je me justifierai par serment. Mais je requiers que vous mandiez au roi Arthur de chevaucher avec monseigneur Gauvin et 100 de ses chevaliers jusqu'à la marche de votre terre, à la Blanche-Lande, sur la rive du fleuve qui sépare vos royaumes. C'est devant eux que je veux faire le serment, et non devant vos seuls barons, car, à peine aurais-je juré, vos barons vous requerront encore de m'imposer une nouvelle épreuve. Et jamais mes tourments ne finiraient. Mais ils n'oseront plus, si Arthur et ses chevaliers sont les garants du jugement. Tandis que se hâtaient les héros d'armes auprès du roi Arthur, secrètement, Iseult envoya vers Tristan son valet, Pérénice le Blond, aux ruines du vieux cellier. Sire, madame vous mande qu'au jour fixé, sous une robe de pèlerin, si habilement déguisée que nul ne puisse vous reconnaître, vous soyez à la Blanche-Lande. Sur la rive opposée, là où seront les chevaliers du roi Arthur, vous l'attendrez.
Retourne vers la reine, Pérénice. Dis-lui que je ferai sa volonté. Au jour marqué pour le jugement, le roi Marc, Iseult et les barons de Cornouailles parvinrent devant le fleuve. Et massés au long de l'autre rive, les chevaliers d'Arthur les saluèrent de leurs bannières brillantes. Devant eux, assis sur la berge, un pèlerin miséreux, enveloppé dans sa cape, où pendaient des coquilles, tendait sa sébile de bois et demandait l'aumône d'une voix dolente. À force de rames, les barques de Cornouailles approchaient. Quand elles furent près d'aborder, Iseult demanda aux chevaliers qui l'entouraient: Seigneur, comment pourrais-je descendre de la barque sans mouiller mes longs vêtements? Hé, toi, pèlerin, retrousse ta cape, descends dans l'eau et porte la reine. Si tu crains pas, cassé comme je te vois, de fléchir à mi-route. L'homme prit la reine dans ses bras. Tristan, je te laisserai choir sur le sable. Parvenu au rivage, le pèlerin trébucha et tomba, tenant la reine entre ses bras. Écuyers et marins, saisissant les rames et les gaffes, pourchassaient le pauvre air. Laissez-le. Sans doute un long pèlerinage l'a affaibli. Devant le pavillon d'Arthur, un riche drap de soie de Nicée était étendu sur l'herbe verte, et les reliques des saints, retirées des écrins et des chasses, y étaient disposées. La reine, ayant supplié Dieu, retira ses joyaux de son cou et de ses mains et les donna aux pauvres mendiants. Elle détacha son manteau de pourpre et sa guimpe fine et les donna. Elle donna son bliot et ses chaussures enrichies de pierreries. Elle garda seulement sur son corps une tunique sans manches, et les bras et les pieds nus s'avança devant les deux rois. Près des reliques brûlait un brasier. Tremblante, elle étendit la main droite vers les ossements des saints. Roi de l'Ogre, et vous, roi de Cornouailles, et vous, seigneur qui serez mes garants, par ces corps saints et par tous les corps saints qui sont en ce monde, je jure que jamais un homme ne m'a tenu entre ses bras, hormis le roi Marc, mon seigneur, et le pauvre pèlerin qui tout à l'heure s'est laissé choir à vos yeux. Roi Marc, ce serment convient-il? Oui, reine. Et que Dieu manifeste son vrai jugement. Elle s'approcha du brasier. Le fer était rouge. Amen. Alors, elle plongea ses bras nus dans la braise, saisit la barre de fer, marcha 9 pas en la portant. Puis, l'ayant rejetée, étendit ses bras en croix, les paumes ouvertes. Et chacun vit qu'aucune brûlure n'avait marqué sa chair. Quand revenu au cellier en ruine, Tristan eut dépouillé sa cape de pèlerin, il connut clairement que le jour était venu pour lui de s'éloigner du pays de Cornouailles. Que tardait-il encore? Lorneval, voici l'heure du départ. Nous irons vers la terre de Galles. Ils se mirent en chemin, tristement dans la nuit. Mais leur route longeait le verger où Tristan, jadis, attendait son ami. La nuit brillait, limpide. Au détour du chemin, il vit se dresser dans la clarté du ciel le tronc robuste du grand pin. Beau maître, attends sous le bois prochain. Où vas-tu? Bientôt je serai revenu. Fou! Veux-tu sans répit chercher la mort? Mais déjà, Tristan avait franchi la palissade de pieux. Il vint sous le grand pin, près du perron de marbre clair. À pas souple et prudent, par le sentier qu'autrefois suivait la reine, il s'approcha du château. Dans sa chambre, entre les bras de Marc endormi, Iseult veillait. Soudain, par la croisée entr'ouverte où se jouaient des rayons de lune, entra la voix d'un rossignol. Je connais cette mélodie. C'est Tristan. Il part, et voici son dernier adieu. Comme il se plaint.
tel le rossignol à la fin de l'été, à grande tristesse. Ami, jamais plus je n'entendrai ta voix. Exiges-tu que je vienne? Non. Tais-toi, la mort nous guette. Qu'apporte la mort? Tu m'appelles. Tu me veux. Je viens. Elle se délaça des bras du roi et jeta un manteau sur son corps presque nu. Il lui fallait traverser la salle voisine, où chaque nuit, 10 chevaliers veillaient à tour de rôle. Mais cette nuit, ils s'étaient tous endormis. L'anneau sonna, mais sans éveiller aucun des guetteurs. Tristan! Tristan! Sous les arbres, sans une parole, il la presse contre sa poitrine. Leurs bras se nouent autour de leur corps, et jusqu'à l'aube, ils ne se déprennent pas de leur étreinte. Malgré le roi et les guetteurs, les amants mènent leur joie et leurs amours. Et les jours qui suivirent, comme le roi avait quitté Tintagel pour tenir ses audiences à Saint-Lubin, Tristan, oubliant le pays de Galles, osa chaque matin, au clair de lune, se glisser par le verger jusqu'aux chambres des femmes. Une paysanne le surprit, et la perfide s'en fut trouver les barons Félon, André, de Noaillan et Gondoïne. Seigneur, La bête que vous croyez déloger est revenue au repère. Qui? Tristan, Quand l'as-tu vu? ce matin. Je l'ai bien reconnu. Et vous pourrez pareillement demain à l'aurore le voir venir. Où le verrons-nous? Si je vous le montre, combien me donnerez-vous? 30 marcs d'argent. Et tu seras riche. Donc écoutez. On peut le voir dans la chambre de la reine par une fenêtre étroite qui la domine et qui est percée très haut dans la muraille. Le lendemain, dans la nuit encore obscure, Tristan rampe vers le château sous les épais fourrés d'épines. Il regarde par la clairière et voit le félon Gondoïne qui s'en vient de son manoir. Tristan se rejette dans les épines. L'épée au poing, il attend. Mais Gondoïne prend une autre voie et s'éloigne. À cet instant, voici venir au loin, à l'amble d'un petit palefroid noir, de Noaillan, suivi de 2 grands lévriers. Tristan le voit qui excite ses chiens à lever un sanglier dans un taillis. Tristan rejette sa cape, bondit, se dresse devant son ennemi. Le traître veut fuir, tombe de cheval. Tristan lui coupe la tête, tranche les tresses qui pendaient autour de son visage et les met dans sa chausse. Il veut les montrer à Iseult pour en réjouir le cœur de son ami. Il essuie son épée, la remet en sa gaine, et laissant là le corps sanglant, il s'en va vers son ami. Au château de Tintagel, Gondoïne l'a devancé. Déjà, grimpé sur la haute fenêtre, il regarde au travers la chambre. Mais n'y voit personne que Brangien, qui tient encore le peigne dont elle vient de peigner la reine aux cheveux d'or. Iseult entre, suivi de Tristan. Il porte d'une main son arc d'aubier et 2 flèches. Dans l'autre, il tient 2 longues tresses d'hommes. Iseult la blonde s'incline pour le saluer, et comme elle se redresse, elle voit par la fenêtre haute la tête de Gondoïne. Seigneur, tendez cet arc, je vous prie. Je voudrais voir s'il est commode à bander. Je vois chose qui me déplaît, mon ami. Vise bien, Tristan. La longue flèche siffle dans l'air, crève l'œil du traître, traverse sa cervelle comme la chair d'une pomme et s'arrête, vibrante, contre le crâne. Gondoïne s'abat sans un cri et s'empale sur un pieu. Fuis maintenant, ami. Tu le vois, les félons connaissent ton refuge. André est vivant, lui. Il l'enseignera au roi. Il n'est plus de sûreté pour toi près de ce château. Comment vivre sans toi? Fuis, ami. Fuis de ce pays. Pour ton salut. Pour le mien.
Les amants ne pouvaient ni vivre, ni mourir l'un sans l'autre. Séparés, ce n'était pas la vie, ni la mort, mais la vie et la mort à la fois. Par les mers, les îles et les pays, Tristan voulut fuir sa misère. Il s'enfuit par les duchés et les royaumes, cherchant les aventures. Il servit maints seigneurs, gagna maintes batailles. Hélas, pendant 2 années, nulle nouvelle ne lui vint de la Cornouaille, nul ami, nul messager. Alors il crut qu'Iseult l'oubliait. Or, il advint qu'un jour, chevauchant avec le seul Gorneval, il entra sur la terre de Bretagne. Ils traversèrent une plaine dévastée. Partout des murs ruinés, des villages sans habitants, des champs noircis par le feu, et leurs chevaux foulaient des cendres et des charbons. Gorneval, je suis las et recru. De quoi me servent ces aventures? Madame est au loin, jamais je ne la reverrai. Depuis 2 années, pas un message d'elle. Elle m'oublie. Et peu lui chaud du misérable qui erre par ce pays désolé. Ne trouverai-je jamais personne qui guérisse ma misère? Pendant 2 jours, Tristan et Gorneval passèrent les champs et les bourgs sans voir un coq, un chien ou un manon. Au 3e jour, ils approchèrent du refuge d'un ermite qui portait une peau de chèvre sur l'échine. Prosterné sur le sol, il priait Marie-Madeleine de lui inspirer des prières salutaires. Il souhaita la bienvenue aux arrivants, et n'eut à leur offrir que de l'eau de source et du pain d'orge pétri avec de la cendre. Ami, quelle est cette terre ruinée? Beau seigneur, c'est la terre de Bretagne. C'était naguère un beau pays, mais le comte Riol de Nantes y a fait le dégât. Ainsi va la guerre. Riol était le vassal du duc Hoël. Or, le duc avait une fille, et le comte Riol voulait la prendre à femme. Mais son père refusa et le comte Riol tenta de l'enlever par la force. Bien des hommes sont morts pour cette querelle. Le duc Hoël peut-il encore soutenir sa guerre? À grand-peine, seigneur. Son dernier château, Carhaix, résiste encore car le fils du duc Hoël, Caerdin, est bon chevalier. Mais l'ennemi les presse et les affame. Au matin, Tristan et Gorneval chevauchaient vers Carhaix. Au pied des murailles, ils virent une troupe d'hommes sur le chemin de ronde, et Tristan demanda le duc. Je suis Tristan de Launois. J'ai su, seigneur, que vos vassaux vous faisaient tort, et je suis venu vous offrir mon service. Hélas, sire Tristan, passez votre chemin. Comment vous accueillir? Nous n'avons plus de vivres, point de blé, rien que des fèves et de l'orge pour subsister. Qu'importe. J'ai vécu pendant 2 ans d'herbes et de racines. Commandez qu'on m'ouvre cette porte. Recevez-le, mon père, puisqu'il est de tel courage, afin qu'il prenne sa part de nos biens et de nos maux. Caerdin fit visiter à son hôte les fortes murailles et la tour maîtresse, bien flanquée de bretèches palissadées où s'embusquaient les arbalétriers. Des créneaux, il lui fit voir au loin les tentes plantées par leur ennemi, le comte Riol. Venez, bel ami, montons à la salle où sont ma mère et ma sœur. Tous 2 entrèrent dans la chambre des femmes. Caerdin, montrant l'étole que brodait sa mère. Voyez, Tristan. Ma mère s'est à merveille orné les chasubles, pour en faire aumône au monastère pauvre. Et voyez les mains de ma sœur. C'est à droit qu'on l'appelle Iseult aux blanches mains. Dès le lendemain, Tristan, Caerdin et 12 jeunes chevaliers sortirent de Carhaix. Ils chevauchèrent sous des bois de sapin jusqu'aux tentes ennemies. Puis enlevèrent par force un charroi du comte Riol. À partir de ce jour, variant maintes fois ruses et prouesses, ils culbutaient ses tentes mal gardées, attaquaient ses convois, blessaient et tuaient ses hommes. Un jour, lassé de ces harcèlements, le comte Riol décida de donner l'assaut. À Carhaix, chevaliers et bourgeois s'armèrent et coururent aux murailles. Ils virent dans la plaine étinceler les aumes et toute l'armée ennemie qui s'avançait. Tristan lasse ses bottes, passe le bliot, les pantalons étroits et les éperons d'or. Il endosse le haubert, fixe le aume. Il monte, éperonne son cheval jusque dans la plaine et paraît.
l'écu dressé contre sa poitrine. Déjà, les hommes d'Oël reculent. Alors il fit beau voir la mêlée des chevaux abattus et des vassaux blessés, les coups portés par les jeunes chevaliers et l'herbe qui devenait sanglante. Riol lance son destrier sur Tristan. Tristan esquive l'atteinte et fait tomber sa lame sur le aume de Riol. La lame glisse de l'épaule du chevalier au flanc du cheval qui s'abat sur son cavalier. Riol se relève, à pied, l'écu fendu, le haubert démaillé, Riol et Tristan s'assaillent. Enfin, Tristan frappe Riol sur l'escarboucle de son aume. Le baron tombe sur les genoux. Relève-toi si tu peux, vassal. Pour ton malheur, tu es venu dans ce champ. Il te faut mourir. Riol implore merci, demande la vie sauve, et Tristan reçoit son épée. Père, mandez Tristan et retenez-le chez nous. Votre pays a besoin d'un baron de telle prouesse. Sire Tristan, je ne saurais trop vous aimer. Ma fille, Iseult aux blanches mains, est née de ducs, de rois et de reines. Prenez-la, je vous la donne. Sire, je la prends. Selon la loi de Sainte-Église, Tristan épouse Iseult aux blanches mains. Les noces furent grandes et riches. Mais la nuit venue, tandis que les hommes de Tristan le dépouillaient de ses vêtements, il advint que, en retirant la manche trop étroite de son bliot, ils firent choir de son doigt son anneau de jaspe vert. Il lui ressouvint du jour où Iseult la blonde lui avait donné cet anneau. Il se souvenait des épreuves surmontées ensemble, des dangers, de l'âpre vie dans la forêt, des griffures des ronces sur leur corps, de leurs fuites éperdues, de la mort encourue. Il l'aimait. Et il n'aimait qu'elle. Mais il prenait en sincère compassion Iseult, sa femme, la simple, qui s'étonnait de l'entendre soupirer, étendue à son côté. Cher Seigneur, vous ai-je offensé? Pourquoi ne me donnez-vous pas un seul baiser? Dites-le-moi, que je connaisse mon tort. Ami, ne vous courroucez pas, mais j'ai fait un vœu. Naguère, j'ai combattu un dragon, et j'allais périr, la mère de Dieu m'a secouru. Je lui ai promis que si jamais je prenais femme, tout un an je m'abstiendrais de l'accoler et de l'embrasser. Or, donc, je le souffrirai. Mais quand les servantes au matin lui ajustèrent la guimpe des femmes épousées, Iseult aux blanches mains songea qu'elle n'avait guère droit à cette parure. À quelques jours de là, Tristan chevauchait en compagnie de Caerdin et d'Iseult aux blanches mains. Or, le pâle froid de sa dame buta dans une flaque d'eau. Son sabot fit rejaillir l'eau si fort sous les vêtements d'Iseult qu'elle en sentit la froidure plus haute que son genou. Belle-sœur, pourquoi riez-vous? Quand cette eau a jailli vers moi, je lui ai dit « Oh, tu es plus hardi que ne fut jamais le hardi Tristan. C'est de quoi j'ai ri. » Mais déjà j'ai trop parlé, frère, et m'en repens. Caerdin la pressa si vivement qu'elle lui dit la vérité de ses noces. À la maison de chasse, Caerdin appela Tristan. Sire Tristan, je vous tenais à père et à compagnon. Mais vous avez faussé votre foi et honni ma parenté. Oui, je suis venu parmi vous pour votre malheur. Sache que j'ai une autre Iseult, plus belle que toutes les femmes, qui a souffert et qui souffre encore pour moi maintes peines. Viens, je te dirai la misère de ma vie.
Tristan dévoila sa vie à Caërdan. Il dit comment, sur la mer, il avait bu l'amour et la mort. Il dit la traîtrise des barons et du nain, la reine menée au bûcher, livrée aux lépreux, et leurs amours dans la forêt sauvage. Comment il l'avait rendue au roi Marc, et comment il savait désormais qu'il ne pouvait vivre ni mourir sans elle. Ami Tristan, je vous plains. Je vous aime et j'aime ma sœur, Iseult aux blanches mains, la simple. Faites que toujours votre cœur soit juste. En sa chambre, Iseult la blonde chante doucement. Elle accorde sa voix à la harpe. Or survient Cariado, un riche comte qui vaut mieux dans les chambres des dames qu'en bataille. Dame, quel triste chant, comme celui de l'orfraie. Ne dit-on pas que l'orfraie chante pour annoncer la mort? C'est vous qui toujours êtes orfraie ou chahuant. Aujourd'hui, quelle mauvaise nouvelle me direz-vous encore? Tristan, votre ami, est perdu pour vous, dame Iseult. Désormais, il dédaigne votre amour. Il a pris femme à grand honneur, Iseult aux blanches mains, la fille du duc de Bretagne. Longuement, en Bretagne, Tristan languit loin d'Iseult la blonde. Il advint que Tristan, pour porter aide à son frère Caërdan, guerroya un baron nommé Bédalis. Il tomba dans une embuscade dressée par Bédalis et ses frères. Tristan tua les 7 frères, mais lui-même fut blessé d'un coup de lance empoisonné. Il revint à grand-peine jusqu'au château de Carhaix. Les médecins vinrent en nombre, mais nul ne sut le guérir du venin, car ils ne le découvrirent pas. Vainement ils battent et broient leurs racines, cueillent des herbes, composent des breuvages. Tristan ne fait qu'empirer. Le venin s'épand par son corps. Il blêmit et ses os commencent à se découvrir. Il sentit que sa vie se perdait. Alors il voulut revoir Iseult la blonde. Mais il est si faible que la mer le tuerait. Et si même il parvenait en Cornouailles, comment y échapper à ses ennemis? Il se lamente et il attend la mort. Il fit mander Caërdan et voulut que personne n'assistât à leur entretien. Iseult, sa femme, s'étonna en son cœur de cette étrange volonté. Elle en fut jalouse et tout effrayée, et vint s'appuyer en dehors de la chambre contre la paroi qui touchait au lit de Tristan. Elle écoute. Un de ses fidèles, pour que nul ne la surprenne, guette au dehors. Vos doux amis, je suis sur une terre étrangère, où je n'ai ni parents ni amis, vous seul excepté, qui m'avez donné joie et consolation. Je perds ma vie, je voudrais revoir Iseult la blonde. Mais comment lui faire connaître mon besoin? Ah, si je savais un messager qui voulut aller vers elle, elle viendrait, tant elle-même. Caërdan, par notre amitié, par la noblesse de votre cœur, je vous en supplie, tentez pour moi cette aventure. Beau compagnon, ne pleurez plus. Je ferai tout votre désir. Pour l'amour de vous, je me mettrai en aventure de mort. Ami, soyez remerciés. Prenez cet anneau. C'est un signe entre elle et moi. Faites-vous passer à la cour pour un marchand. Présentez-lui des étoffes de soie. Faites qu'elle voie cet anneau. Aussitôt, elle cherchera une ruse pour vous parler en secret. Alors dites-lui que seule elle peut me porter réconfort. Dites-lui que je meurs. Dites-lui qu'il lui souvienne de nos plaisirs passés, et des grandes peines, et des grandes tristesses, et des joies, et des douleurs de notre amour. Qu'il lui souvienne du serment que je lui fis de n'aimer jamais qu'elle. J'ai tenu cette promesse. Derrière la paroi, Iseult aux blanches mains entendit ces paroles. Elle défaillit presque. Ramenez Iseult la blonde. À votre sœur, dites que vous allez quérir un médecin. Vous emmènerez ma nef,
Prenez avec vous 2 voiles, l'une blanche, l'autre noire. Si vous ramenez la reine Iseult, dressez au retour la voile blanche. Et si vous ne la ramenez pas, cinglez avec la voile noire. Amis, que Dieu vous guide et vous ramène sains et saufs. Hâtez-vous, compagnons, et revenez bientôt. Si vous tardez, vous ne me reverrez plus. Au premier vent, Caerdin se mit en mer. Les marins halèrent les ancres, dressèrent la voile et cinglèrent par un vent léger. Ils emportaient des draps de soie, de la vaisselle de Tours, des vins de Poitou, des gerfauds d'Espagne. 8 jours et 8 nuits, ils fendirent les vagues et voguèrent à pleine voile vers la Cornouaille. Colère de femme et chose redoutable, et que chacun s'en garde. L'amour des femmes vient vite, et vite vient leur haine. Debout contre la paroi, Iseult aux blanches mains avait entendu chaque parole. Elle avait tant aimé Tristan. Elle connaissait enfin son amour pour une autre. Pourtant, elle continue de le servir et de lui montrer belle figure, ainsi qu'il sied à une épouse. Elle le baisait sur les lèvres et lui demandait si Caerdin reviendrait bientôt avec le médecin qui devait le guérir. Caerdin ne cessa de naviguer tant qu'il jeta l'ancre dans le port de Tintagel. Il demanda courtoisement au roi Marc sa sauvegarde et sa paix, afin qu'il pût commercer en sa terre, sans craindre nul dommage de chambellan ni de vicomte. Caerdin offrit à la reine un fermail ouvré d'or fin. Reine, l'or de ce fermail est riche. Et pourtant, cet anneau de jaspe vaut son prix. Quand Iseult reconnut l'anneau vert, son cœur frémit et sa couleur changea. Elle attira Caerdin à l'écart près d'une croisée. Dame, Tristan est blessé d'une épée et va mourir d'un poison mortel. Il vous fait savoir que seul vous pouvez lui porter réconfort. Il vous rappelle les grandes peines et les douleurs que vous avez subies ensemble. Gardez cet anneau, il vous le donne. Ami, je vous suivrai. Demain, au matin, que votre nef soit prête à l'appareillage. Le lendemain, au matin, la reine dit qu'elle voulait chasser au faucon. Mais le duc André, le félon, l'accompagna. Quand ils furent au champ, non loin du rivage de la mer, un faisan s'enleva. André laissa aller un faucon pour le prendre. Mais l'oiseau disparut. Voyez, sire André, le faucon s'est perché là-bas, sur le mât d'une nef que je ne connais pas. C'est la nef de ce marchand de Bretagne qui hier vous présenta un fermail d'or. Allons vite y reprendre notre faucon. Caerdin avait jeté une planche de sa nef au rivage. Il vint à la rencontre de la reine. Dame, s'il vous plaisait, vous monteriez sur mon bateau et je vous montrerai mes riches marchandises. Volontiers, sire. Elle va droit à la planche, la traverse, monte sur le bateau. André s'engage à sa suite, mais Caerdin le frappe de son aviron. Meurs, traître! Voici ton salaire pour tout le mal que tu as fait souffrir à Tristan et à la reine Iseult. Ainsi Dieu vengea les amants des félons qui les avaient tant haïs. Tous 4 sont morts à présent. L'ancre était relevée, le mât dressé, la voile tendue. Le vent frais du matin bruissait dans les haubans et gonflait les toiles. À Carhaix, si Tristan vit encore, c'est qu'il attend Iseult la blonde. Chaque jour, il envoie au rivage guetter si la nef revient et la couleur de sa voile. Nul autre désir ne lui tient plus au cœur. Bientôt, il se fait porter sur la falaise de Penmark, et si longtemps que le soleil se tient à l'horizon, il regarde au loin l'horizon. Déjà Iseult approchait. Déjà la falaise de Penmark surgissait au loin, et la nef cinglait plus joyeuse. Mais un vent d'orage grandit tout à coup, frappe droit contre la voile et fait tourner la nef sur elle-même.
Les marins courent au lof. Le vent fait rage. L'air s'épaissit en ténèbres. La pluie s'abat en rafales. Haubans et boulines se rompent. Les marins baissent la voile et l'ouvrent au gré de l'onde et du vent. Hélas, Dieu ne veut pas que je vive assez pour voir Tristan. Il veut que je sois noyée en cette mer. Ma mort ne m'est rien, mais quand vous la prendrez, vous mourrez, je le sais. Je vois votre mort en même temps que la mienne. Hélas. Mon seul désir était de mourir dans vos bras, mais je vais mourir seule et, sans vous, disparaître en mer. Peut-être vous ne saurez pas ma mort et vivrez encore, attendant toujours que je vienne. Après 5 jours, l'orage s'apaise. Au plus haut du mât, Caerdin hisse la voile blanche. Déjà on voit la Bretagne. Hélas, le grand calme suit la tempête. La mer devient douce et plate. Le vent cesse de gonfler la voile. Au loin, on aperçoit la côte, mais la tempête a emporté la barque, en sorte qu'on ne peut aborder. À la 3e nuit, Iseult rêve qu'elle tient en son giron la tête d'un grand sanglier qui ensanglante sa robe, et comprend par là qu'elle ne reverra plus son ami vivant. Tristan est trop faible pour veiller encore sur la falaise, et depuis de longs jours, enfermé loin du rivage, il pleure pour Iseult qui ne vient pas. Enfin le vent fraîchit et la voile blanche apparaît. Alors, Iseult aux blanches mains approche près de Tristan. Ami Tristan, mon frère arrive. J'ai vu sa nef en mer. Ami, vous êtes sûr que c'est sa nef? Et comment est la voile? Ils l'ont dressée très haut. Sachez qu'elle est toute noire. Toute noire. Iseult, ami. Iseult, ami. Il dit 3 fois Iseult, Iseult, ami. À la 4e, il rendit l'âme. Alors par la maison pleurèrent les chevaliers, qui l'ôtèrent de son lit, l'étendirent sur un riche tapis et recouvrirent son corps d'un linceul. Le vent poussa la nef jusqu'à terre. Iseult la blonde débarqua. Elle entendit de grandes plaintes par les rues et les cloches sonner aux chapelles. Vieille femme! Pourquoi ces glas? Pourquoi ces pleurs? Dame, nous avons une grande douleur. Tristan est mort. Il était large aux besogneux, secourable aux souffrants. C'est le pire désastre qui soit jamais tombé sur ce pays. Iseult ne peut dire une parole. Elle monte vers le palais. Elle suit la rue, sa guimpe déliée. Auprès de Tristan, Iseult aux blanches mains, effrayée par le mal dont elle est cause, pousse de grands cris sur le cadavre. Dame, relevez-vous et laissez-moi le pleurer seul, car je l'ai plus aimé que vous. Elle soulève un peu le linceul, s'étend près de Tristan, lui baise la bouche et la face, et le serre étroitement. Corps contre corps, bouche contre bouche, elle rend son âme. Quand le roi Marc apprit la mort des amants, il vogua vers la Bretagne et ramena vers Tintagel leurs corps aimés. Auprès d'une chapelle, il les ensevelit en 2 tombeaux.
Mais pendant la nuit, de la tombe de Tristan jaillit une ronce aux forts rameaux, aux fleurs odorantes, qui s'enfonça dans la tombe d'Iseult. Les gens du pays coupèrent la ronce, mais au lendemain, elle repoussa, aussi vivace, et plongea encore au lit d'Iseult la blonde. Par 3 fois, ils voulurent la détruire, en vain. Ils rapportèrent la merveille au roi Marc. Alors le roi défendit de couper la ronce.